Voilà. Faire l'appel. Il n'y a pas de l'espoir. Patrick Emo, Christian Desclés, Sébastien Martin, Luc Pellicier, Agnès Couillard, Patrick Gangani, Corinne Bailly, Denis Gilles, Éric Glaçon, Jérôme Medier, Angélique Pillard, Sandrine Dardin a donné pouvoir à Christian Desclés, Sylvie Coiffier, Fatman a donné pouvoir, Louis Codier, voilà. Christian Cochois a donné pouvoir à Madame Vaillant et Madame Vaillant. On va commencer par la désignation de le ou de la secrétaire de séance. Qui veut bien être secrétaire de séance ce soir? Oui. D'accord. On passe tout de suite à l'adoption du procès verbal du 29 novembre 2024. Est-ce que vous aviez des remarques par rapport Oui, par rapport au précédent, il était très clair. On ne voit plus les oui, à bon, machin. Donc, c'est bien. Mais voilà. Il fallait le temps que ça se roule. Il y a un gros logiciel. Non, mais gros logiciel, ça ne fait pas tout. Il faut qu'on relise nous aussi. Ça allait bien. Très bien. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport au procès verbal? Pas de abstention, donc la l'unanimité. Je vous remercie. On a beaucoup de points ce soir à aborder, puisqu'on a 24 points à l'ordre du jour. On ne va pas faire de temps. Et je vais passer tout de suite la parole à notre officier pour le compte administratif 2024. Oui, donc c'est le conseil municipal annuel dans lequel on vote les comptes administratifs, c'est-à-dire le budget réalisé 2024 et le budget prévisionnel 2025. Donc on va commencer avec le compte administratif 2024. Alors tout ce qu'on va voir là a déjà été vu et travaillé en commission de finances avec les élus qui étaient à la commission de finances, donc on ne va pas toujours rentrer dans le détail. Je vais vous montrer les feuilles synthétiques que vous avez reçues. Vous avez reçu le compte administratif, mais il y a, je pense, 175 ou 150 pages. Donc moi, je montre là quelques feuilles synthétiques, et puis après, derrière, je vous montre quelques explications plus compréhensibles que celles qui sont dans les comptes administratifs. Parce qu'il faut dire quand même que c'est pas facile à comprendre. Donc le compte administratif, vous trouvez en page 1, le résumé. Alors on voit que sur la section de fonctionnement, nous avons eu des dépenses pour 2 951 702,57 € et des recettes pour 3 420 855,86 €, ce qui nous a fait donc dégager un résultat de fonctionnement pour l'année 2024 de 469 153,29 €. Sur la section d'investissement, des dépenses de 758 296,24 € et des recettes de 630 658,32 €. C'est un déficit de 127 837,92 €. Les lignes qui sont en dessous correspondent au report des excédents de l'année précédente qui sont affectés sur les sections d'investissement et de fonctionnement. Donc on avait affecté l'année dernière lors du vote du budget du résultat 2023. On avait affecté en section de fonctionnement 180 749,35 € qui viennent s'ajouter à la section de fonctionnement de 2024. Et on avait reporté en section d'investissement 929 448,68 € qui viennent donc s'ajouter à la section d'investissement. Voilà, ça nous fait un total dans l'ensemble des sections fonctionnement et investissement. Si vous faites le somme des recettes et la somme des dépenses qui sont indiquées là, ça vous donne à peu près le montant qu'on a en trésorerie, c'est-à-dire en banque. Donc c'est à peu près 1,4 million à la fin de l'année 2024. Ensuite, juste pour information, les informations qui sont au-dessous, c'est le reste à réaliser. Ce sont des dépenses qui ont été déjà engagées, qui concernent le budget 2024, qui sont quasiment terminées, mais pour lesquelles on n'a
pas reçu les factures. Il y en a pour 265 415,70 € de dépenses. Et on a aussi cette année des recettes dans les restes à réaliser, c'est-à-dire on a été notifié, on est en train de recevoir la subvention, mais elle n'a pas été comptabilisée. Voilà. Généralement, on indique ces restes à réaliser parce que ça permet de voir si on va être ou pas en besoin de financement. C'est-à-dire si on ajoute ces restes à réaliser d'investissement au budget d'investissement, est-ce qu'on serait en déficit? Ce qui n'est pas le cas. On voit quand on regarde l'avant-dernière ligne, les dépenses d'investissement totales 1 023 711,94 et les recettes d'investissement totales 1 582,07. Donc on est largement en excédent, il n'y a pas de besoin de financement. Voilà, ça c'est la page 11 qui vraiment fait une synthèse du budget. On va essayer quand même de détailler un petit peu la section de fonctionnement. La page 13 nous donne un détail par article, non pardon, par chapitre. On y voit notamment les principaux chiffres que j'ai mis en jaune là, c'est-à-dire le total des dépenses 2 951 702,57 et le total des recettes 3 420 855,86 qui fait ce qu'on a dit tout à l'heure, l'excédent de 469 153 €. Le budget était autorisé à hauteur de 3 586 444,43. Voilà, ce détail-là, il n'est pas très parlant, il est par chapitre. On ne compare pas le budget au réel, donc moi je trouve que ce n'est pas très intéressant. Donc on fait un détail un peu plus analytique ici. Donc ça c'est la comparaison pour la partie recettes en fonction des dépenses et des recettes par chapitre et comparé au budget. Donc le premier chapitre des recettes c'est l'atténuation des charges. En fait ça c'est les remboursements de maladies. Donc on voit qu'on a le remboursement au cours de ce qui avait été prévu. Ensuite, la ligne vente de produits fabriqués, prestations, services et marchandises, c'est principalement la cantine, le conservatoire, les locations de terrain pour les antennes. Voilà, c'est principalement ça. Pareil, on a reçu 128 658 €, c'est à peu près ce qu'on avait budgétisé, 128 750, donc là-dessus il n'y a pas d'écart par rapport au budget. Les impôts et taxes. Alors, généralement, on est notifié, on sait à peu près ce qu'on va recevoir, mais là, on a eu une taxe complémentaire nouvelle qui s'appelle la taxe GEMAPI pour à peu près 20 000 €. C'est le dépassement que vous voyez là, donc on a reçu un petit peu plus que prévu. La taxe GEMAPI, pour information, c'est une nouvelle taxe additionnée à l'impôt foncier afin de financer les actions sur les milieux aquatiques et prévenir les risques d'inondation. Les dotations, subventions et participations sont également des recettes que l'on reçoit de l'État, du département, de la région, d'autres communes quand elles ont des participations, comme par exemple pour l'école. C'est pareil, on avait budgétisé à peu près ce qu'on a reçu. On a 6 000 €, enfin 5 987 € de plus que prévu parce qu'il y a aussi une nouvelle recette qui n'était pas budgétisée qui s'appelle la dotation biodiversité et aménité rurale. Alors, je vous explique cette nouvelle dotation qui, a priori, maintenant, on devrait l'avoir tous les ans, je vais regarder. C'est destiné aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, c'est-à-dire des zones rendant des services écosystémiques, générant des valeurs économiques et environnementales. Voilà, dernière charge. Donc, on a 6 000 € de plus cette année et à partir de maintenant. Et les autres produits de gestion courante qui avaient également été à peu près provisionnés à hauteur de 30 386, on a reçu 35 487, on a 5 000 € de plus, mais c'est des dépassements parce que gestion, mais notamment les remboursements de sinistres, et on ne peut pas prévoir forcément qu'on va avoir des vols, des accidents qui vont endommager des panneaux. Voilà. Ensuite, on a des lignes qui sont, ça s'appelle des opérations budgétaires, donc elles n'ont pas d'impact sur la trésorerie, c'est généralement des provisions qui nous sont demandées même par la trésorerie. On avait donc dû provisionner 7 500 € qui n'ont pas été utilisés. Et l'opération d'ordre de transfert des 15 926, ça c'est les travaux en régie qu'on avait prévus à hauteur de 15 926, on a fait 6 516. Généralement, on prévoit toujours plus parce qu'on met une liste de ce qu'on pourrait faire. Et puis dans l'année, on ne peut pas tout faire. Voilà, donc au total, on a des recettes pour 3 420 855, c'est-à-dire 15 160 € de plus que ce qui était prévu au budget. Et notamment grâce à la taxe GEMAPI et la dotation biodiversité. Voilà pour les recettes. Est-ce que vous avez des questions sur les recettes de fonctionnement?
en 2024. Non, la suite. Des dépenses de fonctionnement. Ça va aller très La vite. GEMAPI, qu'est-ce qui a réglé ça? C'est le département ou l'État? Non, c'est l'État, mais le département ou la région ou Quoi donc la GEMAPI? Non, c'est la communauté de communes qui va nous rembourser. Ah, c'est la même. Maintenant, c'est prêté directement sur les impôts. C'était sur l'impôt foncier. Oui, toi qui j'ai vu. Comment? Ça a été prévu sur l'impôt. C'est toi qui le fais. Oui, bien sûr. Mais là, ça nous a été recrédité directement. Ouais. Bon, alors les dépenses de fonctionnement. Alors, les dépenses de fonctionnement, le premier chapitre, ce sont les charges à caractère général. On avait prévu 709 903 € au budget, on a dépensé 690 546. Donc, on pourrait avoir l'impression d'avoir une économie de 19 356. Sauf qu'en réalité, il y avait une assurance statutaire qu'on avait prévue au chapitre 11 et qui finalement a été dépensée au chapitre 12. Donc en réalité, on a une économie de 40 000 € sur l'assurance, mais un dépassement de 20 000 € sur d'autres dépenses. Le dépassement, il a été notamment dans l'électricité, surtout sur la partie groupe scolaire, donc peut-être qu'ils ont dû chauffer un peu plus. C'est chauffer le gaz. Et ben, le dépassement sur le groupe scolaire. Alors, on a un problème avec. On a 40 factures d'EDF sur la période de janvier à mars. On est en train de régler, d'essayer de comprendre le problème. On a 31 000 € d'avoir à déduire de ces factures. Donc je pense qu'il y a un problème entre les nouveaux tarifs et les anciens tarifs. Il faut qu'on pose la question. Et pour répondre à la question qui a été posée en commission, on n'est pas sur les tarifs réglementés. Donc il faut qu'on regarde ça de plus près et qu'on regarde si on ne change pas carrément de fournisseur parce que ça devient très compliqué. Donc le dépassement qu'on a eu là, si ça se trouve, est Oui, remboursé par les avoirs qu'on a reçus. C'est pour ça. Là, en fait, on arrête de payer EDF parce que pour le coup, 31 000 C'est pas sûr. 31 000 À la baisse de 15%. Et on n'est pas sur les tarifs réglementés. Donc, On ne peut pas bénéficier de la baisse. j'en sais pas. Il faut que. Et sur d'un bâtiment à l'autre, on n'a pas les mêmes tarifs heure creuse, heure pleine. Ça peut passer de 30 à 20 € du kilowattheure. Donc, il faut vraiment qu'on pose la question. Alors, dans les autres dépassements sur les charges à caractère général, il y avait également des dépenses de Noël, puisqu'on a eu reliquat 2023 qui a été imputé sur 2024. Et puis, on a quand même un peu dépassé les coûts 2024, donc là, on a demandé à ce que ça soit bien tenu sur l'année 2025, ces dépenses. Voilà. Ensuite, les charges de personnel. Bon, voilà, on a à peu près le montant qui était prévu au budget. Atténuation de produits, c'est notre contribution au redressement des finances publiques. Donc on a toujours le montant qui était provisionné de 33 546 €. Les autres charges de gestion courante, on a une économie de 18 235 € par rapport au budget. Alors ça, c'est des économies notamment sur les dépenses du siège. Le siège est intervenu chemin du Mont Blanc, il nous a facturé moins que ce qui avait été prévu au budget, qui a priori ne devrait pas nous facturer plus que ça, donc c'est une économie. Et puis on avait une enveloppe de secours pour les associations qui n'a quasiment pas été utilisée. Donc c'est ça l'économie de 18 000 €. Ensuite vous avez les lignes charges exceptionnelles et dotations semi-budgétaires, c'est également des opérations budgétaires qui n'ont pas d'impact de trésorerie et qui sont demandées par la trésorerie pour passer des provisions et qui peuvent éventuellement être utilisées. Cette année, effectivement, on a utilisé pour 5 556 € cette enveloppe-là pour pouvoir annuler des créances douteuses, enfin même devenues irrécupérables. Et la dernière ligne d'opération dans deux transferts entre sections, ce sont les amortissements qui sont toujours à hauteur du budget. Alors on verra pour le 2025 que les amortissements vont augmenter parce que la trésorerie est venue jeter un coup d'œil et a refait un petit peu un point sur nos amortissements. Voilà, donc on a un total de dépenses de 2 951 702 €. On avait prévu 3 742 €, donc on a une économie dans ces dépenses de 49 000 €. Donc au total, on a un résultat de 469 153 €, qui est 64 000 € au-dessus de ce qui avait été prévu. Alors ça, c'est un résultat analytique un détail analytique de ce résultat de fonctionnement.
reçu, on le fait vraiment pour la présentation là par service. Sinon, ça n'existe pas dans la présentation officielle du compte administratif, c'est pas prévu. Le PowerPoint nous sera envoyé. Oui, oui. Donc, je vais quand même vous dire un petit peu, j'ai mis dans l'ordre des services les plus ou moins contributeurs. Donc, la première ligne, c'est les recettes, donc impôts, taxes, subventions, dotations, participation pour 3 millions. Ensuite, les services généraux, donc l'ensemble des services administratifs, mais également les bâtiments donc de la mairie, l'entretien du bâtiment, etc. Et là, tout compris, 633 000 €. Ensuite viennent tout ce qui est dépenses de voirie, terrain, tous les bâtiments qui ne sont pas détaillés en dessous sont dans cette ligne-là. Le service entretien, technique, etc. 627 000 €. Généralement, il y a des grosses dépenses, mais il y a quelques recettes en place aussi. C'est le montant que je vous dis, c'est le seul. Ensuite viennent les écoles, donc pour un solde de 487 000 €. Donc l'ensemble des écoles, le personnel qui fait le ménage, les accès, enfin voilà, c'est vraiment l'ensemble de la section. Ensuite vient le conservatoire pour 202 000 €. Ensuite, Espace Libre et le CTG, 161 000 €. Ensuite, tout ce qui est vie associative, donc les subventions aux associations, les dépenses cérémonies et festivités, pour 159 000 €. C'est quoi les 36 là? Parce que ça paraît tellement bien évident. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder, mais Non, c'est pas grave. je sais pas ce que ça peut être. Le restaurant scolaire pour 114 000 €. Développement territorial, c'est le service communication notamment pour 94 000 €. La bibliothèque, 69 000 €. Le stade, 49 000 €. Le CCAS, c'est la subvention en fait, 20 000 €. Les cimetières, 160 €. Donc l'ensemble de toutes ces lignes-là font le résultat de 469 153 € qu'on a vu tout à l'heure. Mais cette fois-ci répartis par service. C'est toujours dans ce ordre-là. Enfin, chaque année, ça fait déjà maintenant 4 ou 5 ans qu'on le fait. C'est à peu près toujours le même ordre de grandeur. Juste une question. Quand on voit dans le stade, tu disais, mais il n'y a pas l'entretien, les salaires, etc. Là. Si. Alors, ce que je vous montre là, on peut le voir encore plus détaillé là. On ne va pas le regarder entre nous, mais vous pourrez le voir chez nous. Là, à chaque fois, il y a toutes les charges pour chacun, charge de personnel, Cimetière, charge à caractère général. Cimetière également, les agents et tout. Ouais. Ouais, franchement, Peut-être que tout n'est pas bien imputé, mais effectivement, j'ai des charges de personnel, mais j'ai quasiment rien, mais il n'y a pas une personne affectée aussi. Mais en fait, sur le cimetière, justement, j'avais demandé aux responsables des services techniques de me donner plus d'informations sur l'entretien du cimetière. Et alors, il faut aussi que la comptable impute sur cimetière. Donc, peut-être que jusque-là, ça n'a jamais tellement été fait, donc on pourrait demander à ce que ça soit fait plus. Non, parce que c'est juste pour aujourd'hui, le relativité cimetière, par il n'y a rapport. quasiment rien. Ouais. Il n'y a pas de charge de personnel indiquée. Sur les autres services, on voit les réponses comme Il y conservateur, aura etc. d'abord entretien, par exemple, des services techniques, mais du coup, comme je ne sais pas l'affecter, il est dans voirie, terrain et autres bâtiments. Effectivement. Donc, du coup, cimetière, on devrait par exemple, pour le cimetière, entre l'évacuation, le tri des bacs à végétaux et des bacs à déchets, ça représente une fois par semaine 2 personnes avec un véhicule électrique pour 1 heure. Le traitement manuel ou le brûlage, donc tout ce qui est désherbage, 1 jour et demi par semaine à 2 personnes de février à mai, donc soit 4 mois. Puis d'octobre à décembre, donc pendant 3 mois. 3 jours par semaine à 2 personnes de juin à septembre, soit 4 mois. En interne ou de En interne, en interne. Et à ça, j'ajoute le prestataire. Oui, et que jusqu'alors, on ne prenait pas de façon régulière. Donc ça comprenait vraiment hors prestation extérieure. Non, c'est juste pour dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Quand on parle du conservatoire, il y a les salaires, il y a l'entretien, et on arrive au cimetière, et je sais plus où, et c'est pas il comparable. faudrait mieux pas le mettre, et puis le stade quasiment aussi, je tout est dans la ligne terrain et autres bâtiments. Je pense dans ce cimetière, ce que vous avez prévu, c'est uniquement les achats d'outillage. Ce qui a été mis en direct. Ouais, Ok. Ça devra s'enchaîner. Voilà. Alors ça c'est l'évolution du résultat, et, la comparaison budget, ce qu'on a déjà vu, et l'évolution depuis 2013. Donc on voit que depuis 2018 à 2024, on a une moyenne de résultats générés chaque année de 470 000 €. Et ça c'est bien parce que ça permet d'alimenter notre section d'investissement et de faire de l'autofinancement de nos investissements.
On fait 472 000 € sur, je ne sais plus combien d'années, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Quand on additionne tout ça, ça a généré un paquet d'argent quand même, pour les investissements. Énormément de travaux mis en ordre du bâtiment. Voilà. Alors ça, c'est la section d'investissement. Le détail qui est présenté là, c'est la page 12. On voit une synthèse des dépenses et des recettes d'investissement. Donc le budget autorisé des investissements était à hauteur de 2 218 981 €. Les recettes réalisées ont été de 630 458 et les dépenses réalisées de 758 296. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est le déficit de 127 837,92. Si on veut voir un petit peu en détail, donc dans les dépenses, on a principalement les dépenses d'équipement, d'investissement, 595 255 €. Donc si vous voulez voir le détail de ces 195 255 € par opération, il faut se référer aux pages 24 et 25 du document compte administratif que je n'ai pas ressorti. Parce qu'il suffit de les regarder et puis on peut voir ça en commission, c'est pas la peine de le détailler aujourd'hui. Sachant que tout ça est à disposition des habitants. Tout ça est à disposition des habitants et vous pouvez même prendre rendez-vous pour que quelqu'un explique, parce que franchement, pour lire ça tout seul, c'est juste impossible. Mais c'est important de le préciser parce que prendre rendez-vous et demander à ce que quelqu'un puisse comme c'est pour analyser. public, de pouvoir rappeler que là, on dit on l'a vu en commission, les commissions ne sont pas ouvertes au public, donc de pouvoir rappeler aux gens qu'ils peuvent consulter les documents et mieux avoir un rendez-vous pour se faire expliquer. C'est important. Parce que voir les documents sans explication, c'est pas... Voilà. Donc dans les dépenses, on a reversement de la taxe d'aménagement à la CDC à 37 355 € qu'on a dû reverser à la CDC. Là, c'est pour la... 119 170 €, c'est le remboursement d'emprunt tous les ans qui est là. Et je suis en train de vous dire les chiffres qui sont dans la colonne mandat qui sont les dépenses d'investissement. Les 6 516, ce sont les travaux en régie. Voilà, donc ça c'est le total des dépenses d'investissement. Les recettes d'investissement, c'est la colonne d'à côté. La première recette d'investissement, ce sont les subventions, 143 043 €. Ensuite, on a le fonds de remboursement de la TVA, 63 703 €. Et puis, en dernière ligne, l'amortissement. C'est-à-dire qu'on le retrouve en dépenses de fonctionnement et ici, on le retrouve en recettes d'investissement. Ce sont des opérations d'ordre qui n'ont pas d'impact de trésorerie. 23 700 €. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce document-là. J'ai dû mettre derrière le détail des pages 24-25 et il est là. Ça vous permet d'avoir, de consulter. Mais on ne va pas le détailler tout de suite. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les dépenses d'investissement? Ou sur l'ensemble des budgets de fonctionnement et d'investissement 2024? Non? On va pouvoir procéder au vote si vous n'avez pas de questions. Alors, c'est pour ce vote-là que monsieur le maire quitte la séance. Fromage en passant. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, à l'unanimité. Merci à vous. Et bien, on va faire C'est bon, ouais, Est-ce qu'il y a Par contre, moi, j'ai une remarque, ça aurait été bien aussi qu'on puisse l'avoir un peu en amont, s'il y a pour se poser. c'est pas possible. Enfin, J'en ai pas la capacité entre le moment où on a fait la commission et aujourd'hui, c'est pas écoulé à 6 ans. Mais j'entends, mais c'est vrai que quand on regarde tous les documents qui nous sont envoyés, et je ne sais pas combien de pages, 200 pages, c'est bien aussi pour préparer le conseil d'avoir des questions, qu'on puisse avoir le diaporama là, ça nous paraît plus clair. Mais le diaporama est issu de tous les documents qu'on a mis en commission. C'est du même document de base, donc on l'a tout. C'est juste sur un axe d'amélioration proposé. Je réponds parce que c'est aussi pour les habitants qui peuvent avoir cette question-là. Tout ce qui est là, c'est des synthèses de tout ce qu'on a vu en détail sur le même document.
Et comme de nombreux collègues n'assistaient pas à la commission finance, c'est vrai que c'est bien. Voilà, mais c'est pourquoi ça peut aider à comprendre. Juste pour précision, c'est de la top de Savoie que les élèves de CM2 partis en classe de neige la semaine dernière ont ramené au conseil municipal pour remercier du soutien financier qu'on a pu leur apporter. On peut passer un bon séjour. C'est gentil. On montre aux habitants qui ont financé. Voilà. Mais c'est bon, hein, on peut confirmer, c'est bon, merci. Alors après avoir voté le compte administratif, nous devons voter sa conformité au compte de gestion. Le compte de gestion il est tenu par la trésorerie. Le compte administratif il est tenu par la commune et ça permet de s'assurer que les deux comptes sont les mêmes et que tout est cohérent. Donc le compte de gestion, si vous voulez voir une synthèse, il faut aller en page 17 du compte de gestion. On voit la synthèse des sections d'investissement et de fonctionnement. Là, vous avez une colonne de gauche, section d'investissement, une colonne de droite, section de fonctionnement. J'ai souligné en couleur les recettes et les dépenses. Et on voit bien qu'on a en recette d'investissement 630 458,32, c'est le montant qu'on a vu tout à l'heure. En dépenses d'investissement 758 296,24. Et donc un résultat de 127 837,98 déficitaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va regarder la page 11 du compte administratif. Et en fonctionnement, donc une recette de 3 420 855,86 et des dépenses de 2 951 702,57 avec un résultat net de 469 153,29. C'est également le chiffre qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut, avec ces deux synthèses-là, s'assurer qu'on a bien les mêmes documents. Et puis pour information, la trésorerie passe au moment où on fait le budget et s'en assure. C'est préférable. Donc, si vous n'avez pas de questions sur le compte de gestion, on peut passer au vote. S'il y a des abstentions ou des contre, unanimité, conformité des comptes. Donc maintenant qu'on a validé le compte administratif et qu'on a dégagé un résultat d'investissement, un résultat de fonctionnement, il faut l'affecter au résultat. Il faut l'affecter au budget d'investissement et de fonctionnement. Donc ça c'est une proposition d'affectation qui a été faite en commission et que donc, on propose au vote sur la section d'investissement. Donc on a vu un déficit généré en 2024 de 127 837,92 €. On avait un report l'année dernière de 929 448,68 €. On a donc maintenant un solde sur la section d'investissement de 801 610,76 €. Donc on le soumet au vote, mais de toute façon, automatiquement, une section d'investissement va à la section d'investissement de l'année suivante. Voilà. C'est reporté en investissement. Le vote il porte principalement sur la section de fonctionnement, où on peut décider de reporter en fonctionnement ou de capitaliser en investissement. Donc on a généré sur l'année 2024 460 153,29 € de fonctionnement. Nous avons l'année dernière reporté 180 749,35 € en fonctionnement de l'année 2023. Donc on a un solde de 649 902,64 €. Nous proposons donc d'affecter 500 000 € à la section d'investissement, ce qui veut dire qu'ils sont définitivement sortis de la section de fonctionnement et qu'ils pourront servir qu'à des travaux, des financements de travaux. Et il restera sur la section de fonctionnement reportée sur les 2025 149 902,64 €, ce qui est largement suffisant pour d'éventuels dépassements sur la section de fonctionnement sur une année. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces affectations? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc à l'unanimité. Ces chiffres-là, vous allez voir qu'on va les retrouver dans le budget. Vous gardez en mémoire les 801 610 et 149 900. Alors, on va pouvoir passer aux subventions. Je pense que c'est Christiane qui fait les subventions. Oui, merci Maud pour cette présentation. On va passer la parole à Madame Equier pour les subventions aux associations. Le conseil municipal doit se prononcer sur l'attribution nominative des subventions.
Donc, je vais vous appeler toutes les subventions dont aucun membre du conseil municipal ne fait partie, pour qu'on puisse les voter à l'ensemble. Anciens combattants, une subvention de 1 500 €. Andelle randonnée, 700 €. Les aventurières du bac à sable, 650 €. Charleval, Andelle massive, 700 €. Charleval attitude n'a pas demandé. Foyer loisirs et d'éducation populaire, 2 000 €. Association gymnastique volontaire, 1 000 €. Harmonie municipale, 2 100 €. La Mouche charlevalaise, 3 000 €. Normandie Leaders, 2 500. Team Monster Tracteur, 1 300. Les Diablotins, 800. Groupe Nature Charlevalais, n'a pas demandé. Secours populaire, 1 600. Union commerciale non plus. Coopérative école élémentaire, 2 300. Coopérative école maternelle, 1 400. Le CE, 13 000. Amicale du personnel, 2 500. La ressourcité, 500. Et nous avons une enveloppe de secours de 7 500. 50. Hein, 50 par rapport à ta version, on a enlevé les 450 pour Ah oui, les d'accord. hors-communes. Ouais, d'accord. Hors commune, nous avons l'UNSS, le collège de Fleury, 200. La FCPE de Fleury, 300. Atelier de la danse de Fleury, 100. La Croix-Rouge, non, Saint-Vincent de Paul, 1 200. Andelle Handicap, 200. Les Restos du Cœur, 1 300. Source Andelle, 500. Amicale des sapeurs-pompiers, 400. L'Arbre à chat, 1 000 €. Et donc, Le CFA du Val-de-Reuil, je l'ai pas donné, 450. Et la Croix-Rouge, ça fait plus. On n'a rien demandé. Non. Parce que d'habitude, on leur donne. Non, ça fait des années qu'il n'y a rien sur cette ligne de Croix-Rouge. Et il y en a pas. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Une remarque dans l'enveloppe de secours, il y a une partie de l'enveloppe de secours qui sera certainement utilisée par l'école élémentaire pour le voyage scolaire. En classe de neige. Ou ailleurs. Oui, parce que je pense qu'on avait déjà voté pour la place de neige. On a voté sur le voyage de cette année, c'est expliqué en commission. Ouais. Comme il y a des avances de frais dès l'automne, au moment de la réservation du séjour sur place, ils ont besoin de la subvention assez tôt dans l'année scolaire. Donc on l'avait prévu au budget de l'année dernière et la subvention leur a été versée dans l'année. Pour le voyage de l'année dernière. Donc on sait là sur l'enveloppe de secours combien va finalement pour la réservation de la classe de neige. 4 500. D'accord, il reste 3 000 frais pour l'enveloppe de secours. Donc, pas d'abstention. Unanimité. Donc, on va passer aux associations dont certains membres du conseil n'ont pas. Nous avons Andella, 500 €. Alors là, on va voter par association. 500, donc qui est. On ne prend pas part au vote. Voilà, l'ennemi ne prend pas part au vote. Qui s'abstient, qui est contre, unanimité. Après, nous avons qu'est-ce qu'on fait partie? D'accord, donc 8 000. Charleval Football Club qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Le foyer de l'automne, dont j'en fais partie, Agnès aussi, donc on ne vote pas. 7 500,
Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le comité des fêtes, 22 900, donc j'en fais partie, je ne note pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et l'outil en main, Patrick Guimau en fait partie, et puis Sébastien, donc 1000 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Oui, il y a le Forum des Arts. Donc, non, c'est ah oui, c'est Agnès. 2500. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc le conseil municipal va se prononcer sur l'attribution d'espaces libres, donc subvention, espace libre CDG 69 705. Ça concerne le centre de loisirs, pour que ça peut passer, parce que le CTG, ça arrive tout à fait la personne. Est-ce que tu peux redire CTG, ça veut dire? Convention territoriale de gestion. Donc en fait, Mais cette c'est comme somme-là, ça, c'est elle va pour le centre de loisirs, pour les accueils périscolaires, les petites vacances, etc. Donc espace libre 121 720 qui se traduit par une subvention au théâtre de 1300 et autres subventions pour espace libre 120 420. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie, à l'unanimité. Merci Christian. On va passer maintenant aux admissions en valeur. Je vais repasser donc la parole à Olivier. Alors, les admissions en valeur, ce sont les créances qui sont devenues irrécouvrables et pour lesquelles on est sûr qu'on n'aura plus de recettes, donc on doit les annuler. L'information nous est donnée par la trésorerie, parce que c'est eux qui font toutes les démarches de relance et quand ils savent qu'ils sont arrivés au bout de la procédure, voilà, il faut. De 2015 à 2023. Ça ne représente que 248,77 €. Donc voilà. Il est proposé au conseil municipal donc d'admettre en valeur cette recette de 248,77 €. Est-ce qu'il y a des questions? Ça me surprend qu'il n'y ait pas plus que ça. Oui, moi aussi. Oui. Pour 8 ans. Parce que j'avais des montants plus élevés que ça. Il y en a d'autres déjà fait, déjà d'autres précédentes. sur les mêmes périodes. Peut-être qu'ils ont voulu rebalayer loin. Enfin, effectivement, l'année prochaine, ils peuvent très bien encore sur cette même période nous retrouver des valeurs. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont réussi à aller au bout d'une procédure pour 248,77 €. C'est pour ce genre de choses qu'on fait une provision et cette année, on l'a fait que de 1000 €. Donc, c'est pas une très grosse provision. D'autres questions? Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Qui s'abstient? Voilà. Merci beaucoup. Fiscalité. Merci Maud. Donc nous allons passer au taux de fiscalité directe locale pour l'année 2025. Donc pour rappel, depuis 2023, le taux de TH sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale peut à nouveau être voté et modulé par les collectivités locales en référence à l'article 1636B série du CG. Il est ainsi proposé cette année de maintenir le taux d'imposition en 2025 par rapport à celui de 2024. Donc vous avez le tableau ci-dessous avec la taxe d'habitation à 7,71%, la taxe foncière sur la propriété bâtie à 42,47% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 55,89%. Donc ça reste inchangé et je voulais tout simplement préciser que depuis 8 ans, on n'a pas augmenté cette fiscalité. Tant qu'on a de bons résultats, pas de nécessité à le faire. Donc, je vous propose de Et toujours les subventions d'État. Et
Et dans 10 ans, parce qu'il y a aussi l'État. Oui, mais qui pour n'ont l'instant, pas, les qui n'ont pas subventions. forcément augmenté, et je trouve que ça prouve aussi notre volonté de toujours. La première source de financement que nous on met en avant, c'est l'économie. Et donc on essaye de faire maximum d'économie plutôt que d'aller chercher dans la poche des gens. Non, mais beaucoup de qui ont communes perdu. étaient inquiètes par rapport à des décisions de l'État quant à aux communes, et il faut quand même là dire que. Il n'y a qu'il pas n'y a de pas baisse eu, significative de subventions. Ça fait rien qui, en cas d'inquiétant, qui permette d'augmenter le taux d'imposition. Depuis plusieurs années. Au niveau communal, on a pas menti, au niveau département, comme et si on augmente, c'est-à-dire que Ils ont été impactés beaucoup plus que les. parce que, pour exemple, rien tout, au niveau communal, on ne bouge pas, mais C'est que Ouais, d'être c'est ça, sorti c'est à que les côté. fonciers ils sont divisés en plusieurs parties. Donc la commune, on sait très bien ça ne bouge pas. Par contre, à côté de ça, il y a ce qui est autour, il y a aussi les syndicats. Et juste une petite aparté, le CIDEAL va augmenter cette année de 3,8% sa part. Donc malheureusement on dit qu'on n'augmente pas les impôts, mais les fonciers ils continuent quand même à augmenter. ça augmente quand même. Et c'est pas la faute. Ouais, et c'est pour ça que moi je voudrais mettre en évidence le fait qu'ici, au lieu d'aller chercher une subvention supplémentaire, la première chose qu'on fait, c'est d'abord aller chercher des économies. Parce que peut-être qu'on a des augmentations alors que ces syndicats pourraient d'abord faire des économies avant de facilement aller augmenter les taux d'imposition. Donc c'est important de On mettre en ne valeur peut parce que c'est pas notre moyen de présumer, financement. en fait, il y a des collègues quand même qui siègent dans les syndicats, ici. Je pense qu'ils veillent quand même à la gestion par délégation de ces syndicats. On ne peut pas dire que s'ils augmentent, ce serait parce qu'eux auraient une mauvaise gestion. J'ai dit Faut faire peut-être que attention par quand même. facilité, c'est le cas. Peut-être. Mais, C'est même syndicat en moins de subventions. Même syndicat en Ils moins ont de moins de subventions. Oui, subventions c'est que les ça. communes Il aussi. faut comparer ce qui est comparable. Alors de l'eau, tout ça, ils financent beaucoup moins. On a des revenus fiscaux qui nous permettent de maintenir ces taux Juste d'imposition. pour préciser, moi, en fait, cette augmentation-là, elle est due à l'augmentation aussi du potentiel fiscal de la commune. En fait, il y a Des impacts. un taux qui est imposé, et il est imposé sur le potentiel fiscal. Le potentiel fiscal il est augmenté depuis l'année dernière de 90 000 €. Et ça, c'est fixé par l'État. Donc 90 000 €, même taux, forcément, ça augmente. Parce que c'est vrai qu'après, quand on prend les familles, ce qu'on appelle les ménages, c'est vrai que quand ils additionnent, eux trouvent que, effectivement, globalement, les impôts. Bien sûr. Oui, c'est ça. Non, tu as raison, Cyril. C'est pour ça que je voulais préciser ça, c'est que C'est la la partie banque, mais il y a de plus Charles. C'est une chance que la commune ne prend pas. Parce que C'est pas une chance, c'est une volonté. c'est une volonté Mais aussi. c'est aussi On une y arrive. chance, Maud. Il faut quand même, bien sûr, tu peux dire qu'il y a des économies, mais il y a aussi des syndicats et des intercos et des départements qui se sont vus attribuer moins de subventions. On n'a pas touché aux communes. Donc forcément, l'effort qu'ils demandent aux contribuables est bien plus important quand ils touchent moins de subventions de l'État. Ça aussi, c'est un fait. C'est un petit peu différent pour les syndicats. Je ne peux pas comparer l'économie Oui, mais et les quand syndicats. même. C'est pas du tout géré de la même façon. Non, mais on ne peut pas dire des syndicats que s'ils augmentent, c'est parce qu'ils gèrent moins bien qu'ici. Mais ça, c'est ce que tu as déduit de ce que j'ai dit. Moi, j'ai parlé de la gestion à nous. Non, tu dis peut-être qu'avant c'est plus facile pour eux d'aller augmenter que de faire des économies chez eux. C'est ce que tu as dit, je dis attention, parce qu'il y a aussi des gens qui gèrent bien leur syndicat. Alors, on peut garder les budgets avant de commencer à discuter de tout ça, parce que c'est pas Oui, tellement on le peut budget. faire ce style de remarque entre eux. En tout cas, celui d'application générale ne compte pas. Voilà, c'est parfait. Est-ce qu'on peut passer au vote sur ce taux de fiscalité? Oui, Est-ce que vous êtes, oui, c'est mignon. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, merci. C'est bien. Je vais repasser donc, la parole à Maud Delcy, qui travaille beaucoup ce soir pour le budget primitif 2025. Merci. Alors, donc vous avez reçu encore un état concernant le budget de 160 ou 170 pages. Moi, je vous ai juste mis ici la page 10 qui synthétise le budget 2025 avec les budgets d'investissement et le budget de fonctionnement. Donc, ce qui est toujours important de voir, c'est que c'est un budget qui est présenté à l'équilibre. Donc, on nous demande de les présenter à l'équilibre. De toute façon, c'est quasiment une obligation.
On a un budget d'investissement avec un budget proposé à hauteur de 2 859 829,05 euros et un budget de fonctionnement également équilibré avec un budget proposé à 3 532 679,71 euros. Juste pour information, on retrouve les chiffres qu'on vient de voter précédemment, c'est-à-dire le report de 800 à 1610,76 euros en investissement et le report des 149 902 euros en fonctionnement. Voilà. Donc, cette feuille-là vous permet de voir le montant global autorisé au budget. Ensuite, vous avez les pages 16 et 17 pour le budget de fonctionnement qui vous permettent de voir le détail des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement par chapitre. On retrouve les mêmes chiffres synthétiques et puis le détail, on va le voir plutôt sous forme analytique comme on a l'habitude de le faire. Donc je passe sur cette feuille-là, voilà. Donc on peut déjà analyser les recettes prévisionnelles du fonctionnement 2025 et là on compare le budget 2025 dans la colonne du milieu avec le réalisé de l'année précédente, comme ça permet de voir les mouvements par rapport à l'année précédente. Alors la première ligne, atténuation de charges qui sont les remboursements de maladie. On pourrait voir un petit peu moins de remboursements de maladie parce que la personne notamment qui était en maladie toute l'année revient cette année, dans le courant d'année. Sur la ligne chapitre 70 qui sont les ventes de prestations de services, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est la cantine, le conservatoire, les locations du terrain pour les antennes. Alors, on a 143 285 euros, l'année dernière 128 658, donc une légère augmentation de 15 000 euros qui correspond en fait à une augmentation sur la cantine. Donc on prévoit une augmentation du nombre de repas et vous allez voir qu'en dépenses on prévoit aussi une augmentation, ça n'a pas d'impact sur la résultat. Les impôts et taxes sont au même niveau quasiment que l'année dernière, donc 2 325 838 euros. Ce sont les mêmes impôts et taxes pour le changement. Les dotations, subventions et participations, alors on prévoit cette année 835 708 euros contre l'année dernière 894 545, parce que l'année dernière il y avait un reliquat du versement de la CAF pour le CTG 2024. Et à partir de 2025, enfin pour le CTG 2025 qui a été versé en 2024. Et cette année, à partir de 2025, c'est versé directement à la CDCLA, ça ne passe plus par la commune. Donc ça fait une recette c'est versé directement à Espace Libre. Pas à la CDCLA du tout. Ah bah je n'ai pas suivi, pardon. Donc c'est versé directement à Espace Libre. Je corrigerai sur le document. Autre produit de gestion pour un 36 362,64 euros, qui est à peu près le même montant que l'année dernière. Ce n'est pas très significatif. Et donc, les deux montants que vous voyez en dessous, produits exceptionnels et reprise de provisions, c'est toujours les mêmes types de provisions qui n'ont pas d'impact de trésorerie. On met à 1 000 euros pour les demandes de la trésorerie d'annuler des créances ou de mettre des créances en douteuse. Voilà. Et puis la dernière ligne, ce sont les travaux en régie, c'est ça. 11 583 euros. Voilà. Alors ça fait un total de recettes de fonctionnement pour 3 382 777,07 euros. Un petit peu moins que l'année dernière, principalement du fait de ce versement de la CAF qui n'est plus fait à la commune, mais directement à Espace Libre. Ensuite, les dépenses de fonctionnement. Alors, la première ligne des dépenses de fonctionnement, ce sont les charges à caractère général. Il y a énormément d'articles dans cette ligne-là, mais on les a tous vus, encore une fois en commission. Alors, on voit une dépense de 770 468 contre 690 546 l'année dernière. Alors, l'écart de 87 000 euros, principalement, on a cette fameuse assurance statutaire qui est mise au chapitre 11, alors que l'année dernière, elle a été dépensée sur le chapitre 12, donc ça fait l'impression d'un dépassement de 40 000 euros, et qu'on retrouvera sur la ligne en dessous. Par contre, on a effectivement eu une augmentation des assurances en général de 8 000 euros. On a des dépenses de formation d'apprentis qui nous coûtent plus cher cette année pour 12 000 euros. Je ne sais pas s'il y a un détail à donner sur ça.
On a une apprentie qui est MDPH, donc effectivement le suivi est un petit peu plus lourd et le financement plus lourd, mais parallèlement on a fait des demandes de subventions auprès du FIP, FHP pour obtenir des subventions. Donc j'ai pas encore la notification de la subvention, donc je ne l'ai pas mis en recette. Voilà. J'ai dit que la dépense. Alors, on a également un dépassement dans les combustibles pour 13 000 € et un dépassement à la cantine. Et on a vu tout à l'heure un dépassement dans les recettes, donc on a aussi un dépassement dans les dépenses. Voilà. Ensuite, sur les charges de personnel, 1 695 291, l'année dernière 1 711 717. Si on enlève l'effet de cette assurance statutaire qu'on aurait trouvé sur cette ligne-là, on a en fait une augmentation à peu près de 20 000 € des charges de personnel, ce qui n'est vraiment pas important vu le montant d'un 1,7 million de charges, ça représente à peu près 1,5%. Ce qui n'est pas beaucoup. La ligne atténuation des produits, donc c'est cette contribution redevance aux contributions au déficit des finances publiques. 33 546 €, comme l'année dernière. Autre charge de gestion courante, les 490 881, le dépassement de 25 000 € qu'on voit là, c'est parce qu'on doit passer une provision retraite. On la passe chaque année et chaque année, finalement, on la passe dans les dépenses. Mais un jour, elle arrivera. On sait que ça a été notifié et ça finira par tomber. Donc on doit le provisionner. Ensuite, on a la liste de charges financières qui sont les intérêts de l'emprunt. 18 840 €, c'est des emprunts dégressifs, c'est pour ça qu'on a tous les ans un petit peu moins. Les charges exceptionnelles et les dotations semi-budgétaires qui sont les provisions dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui n'ont pas d'impact budgétaire, pour 1 000 €. Et la dernière ligne qui sont les amortissements. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusque-là on avait un amortissement d'environ 25 000 € et là il est passé à 52 000 € parce qu'il y a apparemment des lignes de synchronisation qui n'avaient pas été bien paramétrées et il faut récupérer les amortissements. Donc on est passé à 52 000 €, ça n'a pas d'impact de trésorerie mais ça dégrade notre résultat. C'est un rattrapage ou ça va être comme ça tous les ans? Ça va être comme ça tous les ans, mais les amortissements c'est dégressif, donc peut-être ça va être un petit peu moins, mais enfin ça va être plutôt maintenant aux alentours de 50 000 € que 25 000 €. Et comme je dis, ça n'a pas d'impact de trésorerie parce qu'en réalité cette charge de fonctionnement est une recette d'investissement. Voilà, donc on a un résultat de fonctionnement prévisionnel pour 2025 de 311 425 €. Voilà. Donc que j'ai mis là dans la présentation de l'évolution. C'est un peu moins que les années précédentes. On sait qu'on aura au moins 55 000 de plus parce qu'on a une vente qui est prévue au budget. On ne peut pas provisionner les ventes en fonctionnement, elles sont provisionnées en investissement, alors que dans le réel, elles vont être passées en fonctionnement. Chercher l'erreur, c'est comme ça. Donc on sait qu'il y aura au moins 50 000 € de plus sur ce résultat, ça sera plutôt 360 000 €. On a dû régulariser aussi des amortissements. Oui. Donc c'est ça, c'était pas prévu et il a fallu qu'on se réaligne avec la trésorerie, donc on a aussi une diminution de la recette. Donc le résultat il est un petit peu plus bas que ce qu'on a habituellement, on a toujours une moyenne d'à peu près 450 000 €, on verra bien dans le réalisé, mais le réalisé sera certainement plus haut. Voilà. Sur le budget de fonctionnement, est-ce que vous avez des questions? Alors le budget des investissements, le budget proposé, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, 2 859 829 €. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est la synthèse des recettes d'investissement que vous trouvez en page 14 du document budgétaire. La colonne à regarder c'est la dernière qui s'appelle RAR, plus vote. Le premier sous-total recette d'équipement, ça correspond à toutes les subventions, État, région, département, DETR, etc. Il y a 928 792 qui sont provisionnés là-dedans. Il y a à peu près 600 000 € rien que pour la halle. Et encore, on n'a pas tout mis. On a mis une partie de ce qui était notifié. La ligne suivante de la recette, ce sont les recettes de la TVA. Donc le reversement de la TVA sur les dépenses d'investissement. Ce
on paye les investissements en TTC et ensuite on est remboursé à hauteur de 16,4% pour la partie payante. Il y a un décalage d'un an. Ensuite, l'excédent de fonctionnement capitalisé, c'est 500 000 €, donc on a voté tout à l'heure l'affectation en section d'investissement. Les 55 775, c'est la valeur prévisionnelle des ventes pour le vétérinaire. Je ne sais plus si c'est un montant exact ou si c'est prévisionnel. Ensuite, le virement de la section de fonctionnement 461 327, ça c'est le montant que l'on met justement pour équilibrer le budget. Donc ça prend en compte le résultat d'investissement, c'est pas ça. C'est l'excédent de fonctionnement prévisionnel 2025 qui est derrière la section d'investissement. Ah, c'est ça, c'est le résultat qu'on a vu au compte d'année. Plus le rapport de l'année dernière. Ensuite, opération d'ordre de transfert 52 323, ce sont les amortissements. Donc un total plus les 800 à 1610 qui sont l'excédent d'investissement que l'on a voté tout à l'heure, donc on a un total de 2 859 829 €. Ce sont les recettes. Ensuite les dépenses. Le premier sous-total, ce sont les dépenses d'équipement. Donc là, vous avez un détail par article, mais c'est plus intéressant d'avoir le détail par opération. On va le voir rapidement tout à l'heure. Pour 2 682 700 000. Donc ça, c'est surtout les travaux qui ont été budgétisés, et c'est notamment là-dessus qu'on travaille en commission finance. Le détail par opération. Ensuite, la ligne 35 409. Alors ça c'est une régularisation d'imputation qui a été demandée par la trésorerie. On a plus 35 409 là, mais on a moins 35 409 dans la ligne juste au-dessus. Mélangé dans le montant en vert, là il y a moins 35 409. Voilà. Emprunt et dette assimilée 130 136,61. C'est le remboursement de l'emprunt pour 117 000 €. Le remboursement d'un emprunt fait au siège depuis plusieurs années et qui s'éteindra cette année pour 2 000 €. Et puis on met aussi là-dessus l'ajustement de l'équilibre budgétaire. Donc il y a 12 000 € d'équilibre budgétaire pour présenter le budget d'équilibre. Et puis la dernière ligne, 11 583, ce sont les travaux en vie. Donc un total de 2 859 829,05 €. Donc ce qui peut être intéressant de regarder sur ça, c'est le détail des dépenses d'investissement par opération qui est là. On a vu en commission. Je ne sais pas si un d'entre vous voulait parler d'une ligne en particulier, comme par exemple la SNCF, c'est le moment. Bon, je pense qu'on l'a déjà souvent abordé. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'on va provisionner la totalité des dépenses cette année, mais que les dépenses s'échelonneront sur plusieurs années. 2 ans. Voilà. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on en est à la phase des appels d'offres, que la CAO aura lieu à la fin du mois. On saura exactement le coût global des travaux. Donc là, au budget, il y a 1 842 000 sur cette opération réhabilitation dont 1,5 million de travaux, et puis le reste, ce sont des études, l'AMO, les prestations intellectuelles, l'assurance dommage ouvrage. Voilà, donc on a balayé le budget 2025. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non. Alors on va passer. La part subvention pour la réhabilitation, elle n'est pas. C'est en plus ou c'est inclus dans la million 800 000? D'accord. Il y a une part qui subventionne quand même. Pas les recettes. Il y a recettes, oui, ça, c'est les dépenses. Non, c'est les dépenses. Voilà, oui, on a aussi en recette, bien sûr, la recette, il y a 600 000 € les subventions qui ont été attribuées par le département, la région et par l'État. Ouais. Alors on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Donc il y a l'unanimité. Merci. Ça, C'est faux.
pas. Oui, c'est-à-dire qu'on a perçu la totalité des subventions pour les travaux et on doit en verser une partie à la commune de Fleury parce qu'on avait conventionné. D'ailleurs, pour information, la société BBK a autorisé la vente du chemin qui lui appartenait au département. Donc ça deviendra pour le département et puis propriété pour l'accès côté Fleury à la passerelle Saint-Victor, ce qui va simplifier le chemin. Je continue. Oui. Donc le point numéro 15, la convention entre le conservatoire municipal et l'association Les Aventurières du Bac à Sable. Ça fait plusieurs années qu'on a créé un atelier pour les tout petits, avant entre 3 mois et 3 ans. C'était ouvert même aux parents, c'était dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité. Donc on a un intervenant qui est Karine Crayen qui est spécialisée vraiment dans la petite enfance et l'enfance. Pour l'instant, on n'a pas eu de parents ou de grands-parents qui aient souhaité s'inscrire, mais par contre, il y a une association d'assistantes maternelles qui a souhaité participer à cet atelier. Donc ça fait, je crois, 3 ans maintenant qu'ils font les ateliers. Donc on doit passer chaque année la convention d'intervention. Donc là, voici. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder? C'est toutes les 2 semaines, 1h30. Il n'y a pas de modification par Il n'y a pas de modification par rapport C'est aux la années même passées. convention. Ça se déroule. Comment? Ça se déroule. Derrière la mairie, dans la salle d'orchestre. C'est une grande salle, ça permet d'avoir accès à tous les instruments. C'est bien adapté, c'est là aussi où va l'école. C'est là qu'on fait aussi des balles musicales pour les enfants qui sont inscrits au conservatoire. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Non. Alors, l'unanimité, merci. Encore moins. C'est pour les vacations pour le conservatoire municipal. Alors cette année, le conservatoire va organiser un examen de musique de chambre. C'est un examen qui est niveau fin de 2e cycle et 3e cycle, donc traditionnellement on fait appel à des professionnels des autres écoles de musique, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc il faut pour ça voter une vacation pour un examinateur pour 3 heures. L'examen va durer à peu près 3 heures. Et puis, normalement, il faut aussi un accompagnement piano, qui généralement est fait par notre professeur de piano, mais elle est absente pour maladie longue durée, parce qu'elle a quand même eu un accident assez grave. Alors, elle est remplacée pour les cours, mais la personne qui la remplace n'a pas assez d'heures pour faire l'ensemble de sa prestation. Donc, pour cet examen, on va demander également une vacation pour un pianiste accompagnateur pour 4 heures. Pour l'examinateur, ce serait un forfait de 100 € pour une journée de vacation, enfin 3 heures de vacation. Pour le pianiste, c'est 200 € pour 4 heures, mais ça représente 3 déplacements parce que c'est 2 répétitions et le jour de l'examen. Voilà. Donc le conservatoire municipal sollicite votre accord pour ces 2 vacations. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Non, à l'unanimité. Merci pour eux. Merci la parole à monsieur le maire. Merci. Donc, je vous parle un petit peu du personnel. Ça concerne l'avancement du personnel. Donc, le centre de gestion de l'heure a transmis en début d'année le tableau d'avancement des grades des agents pouvant bénéficier de cet avantage au titre de l'année 2025. Les dossiers ont été étudiés par les chefs de service et la secrétaire générale et présentés donc à l'autorité territoriale à la lumière des évaluations annuelles. Il vous est donc proposé de créer, puisqu'il y a 2 avancements de grade, notamment un poste d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et un adjoint administratif territorial de 1re classe. Il vous est donc proposé de créer ces postes, de créer un poste d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et un poste d'adjoint administratif territorial de 1re classe. Vous savez comment ça se passe d'habitude.
on supprime des postes, on crée des postes pour pouvoir promouvoir nos agents. Donc, rien de nouveau sur ça, c'est juste un sujet administratif pour pouvoir promouvoir nos agents. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci pour ces agents. L'adhésion à la Convention relative aux dispositions de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique proposée donc par le Centre de gestion 27. En considérant que toute autorité territoriale, qu'elle soit ou non affiliée au CDG 27, a l'obligation de mettre en place un dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissement sexiste, considérant que les centres de gestion doivent mettre en place ce dispositif pour les collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande, considérant qu'afin de permettre aux collectivités et établissements publics concernés de remplir ces nouvelles obligations, les centres de gestion normands ont mis en place un dispositif de signalement auquel les collectivités et établissements publics peuvent adhérer par convention. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale normand propose donc de gérer ce dispositif de signalement par voie de convention jointe en annexe de la présente délibération. L'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale portera exclusivement sur les missions suivantes: recueillir les signalements, donc étude de recevabilité de la saisine, identification des parties et caractérisation des signalements, orienter l'agent vers l'autorité compétente, transmission du signalement, recommandations à mettre en œuvre en fonction des signalements et suivi de traitement. Il vous est donc proposé ce soir d'adhérer au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste proposé par le centre de gestion de l'œuvre, tel que prévu dans la convention qui vous est jointe, et de m'autoriser à signer la convention d'adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste proposé par le centre de gestion de l'œuvre, annexé à la présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder un peu cette convention? Donc tout ça, ça se fait bien sûr en toute discrétion. Il y a une procédure d'accueil, des signalements qui est mise en place, où peuvent s'exprimer les victimes, une procédure aussi d'orientation des agents, pour les orienter vers les différents professionnels et les accompagner dans leur démarche, et puis une procédure d'orientation des agents qui s'estiment victimes de ces actes, et un accompagnement qui leur permette de réaliser une enquête administrative. Est-ce que vous avez des questions? Vous connaissez peut-être ce type de convention, Angélique? Ouais. C'est bien, je pense que c'est important d'y adhérer. Si jamais, ça peut être important. Ça peut être bien pour nos agents. Est-ce qu'il y a des votes contre pour cette adhésion? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tout est l'unanimité, je vous remercie. Voilà, c'est le code de cette convention avec le CG27. Je vais passer maintenant la parole à Agnès Monia pour donc, la convention de réservation des logements. Alors, le conseil municipal avait accordé sa garantie sur les emprunts souscrits par le moment 2027 dans le cadre du programme de construction des 9 logements seniors au creux de la Bouguère, en conséquence de quoi une convention de réservation de logement avait été conclue et ratifiée par le conseil municipal du 16 octobre 2023. Le code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité pour la commune d'implantation et les EPCI de bénéficier d'une réserve de 20% des logements, c'est-à-dire un droit de priorité sur certains logements à la présentation des dossiers en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts. Les 20% de logements sont donc à répartir au prorata de l'aide financière des collectivités territoriales, EPCI et d'établissements publics. Les dispositions relatives à la gestion des logements réservataires ont évolué.
Avant, nous avions donc pour la gestion des stocks, on était sur la gestion des stocks et qui ne peuvent être proposés aux réservataires que l'un des logements identifiés lors de la mise en service. Nous en avions 3 sur la commune. Aussi, pour la mairie Charleval, il faudrait attendre un éventuel départ pour l'un des 3 logements, soit donc les Paris Bio référencés 83 70 80 801 L009. Donc il y avait le 9, le 6 et le 1 pour faire plus court. Maintenant, on est donc sur une gestion des en flux qui est devenue la règle depuis 2024. Donc la mairie Charleval n'a plus à attendre un préavis concernant les 3 logements qui étaient réservataires, mais identifiés par le logement 27, qui pourra donc lui proposer un pavillon qui vient de se libérer, quel qu'il soit, identifié ou non par la convention de mise en service. Donc cette offre, cela offre plus de possibilités aux réservataires qui n'est plus contraint par un contingent déterminé de 3 logements, la gestion du flux ou lui ouvre une possibilité de bénéficier d'un préavis de départ sur l'ensemble des programmes présents sur la commune. Pour Charleval, il s'agit donc des 9 logements du Clos de la Rivière. Donc on ne sera plus contraint d'attendre que ce soit les 3 logements qui soient libérés, mais on pourra très bien avoir une discussion sur un logement vacant. D'autre part, même si le pourcentage précise, ce qui est le cas dans la convention que vous avez pu voir, dans la feuille de calcul annexée à la convention est de 0, il est précisé dans l'article 1.2 que ainsi, pour 2025, l'organisme s'engage à affecter aux réservataires, qui est indiqué à 0% du flux annuel de logements précités. Si ce pourcentage est inférieur à 1, l'organisme s'engage à proposer au moins un logement dans l'année sous réserve de libération sur le parc concerné aux réservataires. C'est-à-dire que même si on a 0 d'attribué par rapport au contingent, parce qu'on n'a que 9 logements sur le parc intégral de mon logement 27, on aura toujours la possibilité d'avoir un logement d'attribuer sur aussi un départ. Dans ce cadre, la convention proposée en annexe confirme le contingent municipal à hauteur de 1 logement sur ce programme. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accepter les termes de la convention intermédiaire et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention de réservation d'un logement avec mon logement 27. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contre? Merci. Juste pour information, il faut savoir que mon logement 27 a fait une demande auprès des établissements Carrefour Market pour pouvoir acheter la parcelle qui jouxte celle où ont été construits 9 logements. C'est en cours. Pour le moment, ils n'ont pas eu de réponse. Elle a fait une offre de rachat à hauteur de 115 000 €, je crois. Et ce ne sera pas donc si cette opération se fait, ce ne sera pas des logements qui sont dédiés forcément aux seniors ou aux personnes à mobilité réduite, mais ce sera plutôt un type de logement voilà, et plutôt quelque chose sur 2 étages. Pour l'instant, on n'en est qu'à la phase de négociation avec les établissements Carrefour Market. Alors, c'est pas Carrefour Market de Charleval qui a décidé de ça, bien sûr, hein, c'est le siège qui se situe en Bretagne. Merci. Mais donc, bien, je vais maintenant passer la parole à Sébastien Martin qui va nous parler de la convention de participation financière avec le siège pour la programmation 2025. Bonjour à tous. Il s'agit donc d'un sujet quand même d'actualité, des économies, hein, comme on dit toujours. Donc c'est une convention de participation financière entre le siège, donc le syndicat d'électrique gaz de l'Eure, et nous. Donc le but est de faire, comme j'ai dit en premier temps, des économies, de changer une partie des ampoules de l'éclairage public en LED. Pour vous donner une petite idée, sur la grande rue, donc il irait un peu plus de l'église jusqu'au bout, et après on a la rue Docteur Conseil,
pont de Landelle jusqu'à la rue des Sports, si je ne me trompe pas. Et enfin, voilà, quelques petites rues aussi, pour aller jusqu'au Élisabeth d'Autriche. Donc voilà, donc là, il y en a un coût global de 10 000 €. Et donc, nous, on aurait un reste à charge en section d'investissement de 3 333 €. Donc voilà le sujet du siège. Donc, Donc avez-vous des questions? ça représente, juste pour compléter, si tu permets Sébastien, ça représente 90 ampoules. Voilà. Donc ça c'est important de le préciser. Et c'est bien parce qu'à un moment, ils n'avaient pas trouvé encore la solution de remplacement par des ampoules, donc il fallait changer toute la tête. C'était à peu près 500 à 600 € par tête de lampadaire, donc c'était forcément beaucoup plus onéreux. Là, avec 10 000 €, on arrive à faire pas mal de changements de mètres linéaires. On change que l'ampoule. Ouais. Voilà, ils changent, voilà. Ils ont trouvé un type d'ampoule qui sera adapté, et surtout qui peut être, qui est compatible avec nos lumières. Donc ça, c'est important aussi, parce que c'était pas forcément gagné ça. Et théoriquement, une durée de vie plus longue. Théoriquement, une durée de vie plus longue. Donc, Oui. Et puis surtout, les consommations qui sont En programmant pluriannuel les petites enveloppes chaque année, on pourra faire la totalité de chargements en très peu de temps finalement. Merci. Avez-vous des questions autres ou sinon, façon vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Deuxième sujet. Là, on est sur une convention de prestation de service avec notre balayeuse. Chère balayeuse. C'est vrai que c'est un outil qui coûte assez cher, mais qui est malgré tout indispensable à notre commune parce qu'on a souvent la remarque d'avoir une commune propre, donc c'est quand même sympa. Et donc bon, c'est vrai que ça coûte assez cher, mais c'est quand même efficace. Là, on parle d'une convention de 365 € pour filer un coup de main à la commune de Val d'Orgé sur 2 prestations avec d'à peu près 10 heures au total sur à peu près 5 km de marée. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. 10 heures par an. Oui, 10 heures par an, donc 2 prestations de 5 heures pour 5 km. Et qui c'est qui l'a conduit? Ah ben c'est quelqu'un de chez nous. Non, on la prenne pas. 36 € d'heure, c'est pas cher. Non, Non, surtout si t'as une personne à la... C'est génial. oui, mais on n'est pas là pour faire du fric sur les autres communes. Non, mais On est là pour les aider un peu. C'est symbolique. C'est symbolique, c'est voilà, mais c'est pour dire que voilà. C'est pas ça qu'on va remplacer les balais. Ah bah non. Mais bon, voilà. Non, mais là c'est vrai. C'est pas beaucoup, mais encore on augmente un petit peu. Voilà. 4%. Alors, cette convention pour l'historique, elle a été faite au départ parce qu'on avait le centre de traitement des déchets qui était dans la ville, et il y avait beaucoup de déchets qui volaient, c'était un peu compliqué à gérer, donc c'est pour ça qu'au départ on avait conventionné avec la commune de Marville pour nettoyer la commune de Marville, et puis en même temps, comme il n'y a pas la rue principale. Bon, après, il faut dire aussi qu'on a d'autres communes qui nous demandent de faire ce genre de convention, mais on ne le fait pas parce que c'est malgré tout une machine qui. C'est pas de l'horlogerie, mais bon, voilà, on n'en est pas loin. Donc. C'est dans les Suisses pour la faire fonctionner. Oui, voilà. Et le combien alors? On n'a pas fait le ratio à l'heure, on sait que. Ah oui, parce que. Non, mais c'est impossible à faire. Si c'est possible, tout est par un Après, c'est un outil. Mais non, mais d'une année sur l'autre, attends, il y a des années où on va pas avoir de frais, puis il y a des années où on va avoir 10 000 € de frais. C'est pas impossible. C'est impossible, t'as un compteur dessus, t'as. Non, mais sur... Ouais, mais le frais annuel, je voudrais voir. Ah, ça fait vachement de cire. Plus tu vas l'utiliser, plus tu vas la fatiguer. Bah voilà. Donc c'est impossible à calculer. Non, mais rien que le compte
contrat d'entretien et puis la personne qui est Oui, dessus. ah bah oui, on peut faire ça sans compter le. Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi un petit contrat avec le comité de communes, mais c'est pour 2 passages par an. Ouais. Mais tout est dans, ouais. on est quand même une commune qui bouge beaucoup, il y a beaucoup de commerçants, il y a aussi on fait les festivités de Noël, les festivités du 14 juillet, et des confettis et tout ça, donc il faut qu'on puisse aussi les. Donc c'est un outil qui est quand même assez utile, même si le budget. Mais quand le département passe 2 fois par an, est-ce qu'on facture le département? Enfin, la campagne? C'est le département et la rouge qui passe. Non, c'est une convention avec c'est la Comcom qui passe. Il paye. Oui. Ah oui. Ils sont passés. Non. Parce que 2 fois par an. Ils sont passés les partenaires. Ouais, je sais, mais pas ça. La Comcom, est-ce qu'elle conventionne avec d'autres communes qui auraient besoin pour plus que. Justement, c'est avec la société Navion qui passe. Ouais, c'est ça, c'est la société qui passe sur toutes les communes de l'accès des CDR. 2 fois par an. Imaginons que une commune dise bah non, justement, on aurait besoin. Ah bah après la commune peut demander, on pourrait demander nous à la commune, mais bon, à la société Malion de faire. Mais D'augmenter les fréquences. ça va nous coûter beaucoup plus cher parce que c'est vrai qu'on a malgré tout on a cette liberté qui. Et puis c'est pas forcément toujours judicieux. On a eu un petit souci l'année dernière où j'ai téléphoné à la communauté de communes parce que ils étaient passés, la société Maillot était passée le 13 juillet et le 14 on a lancé des confettis de communes. Donc il y a des fois, voilà. C'est galère. Il y a des choses, il faut tenir compte de certaines. Donc pour cette année on n'aura pas ce souci-là parce que ça a été pris en compte, mais on n'a pas forcément toujours la main sur le jour de passage. Si tu as des voitures, tu as des endroits où tu as des voitures et tout, donc ils font comme ça et ça fait pas toujours très propre. Donc suite à ça, on va voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? L'unanimité. Merci. Merci. On va parler maintenant de défense incendie. Je vais passer la parole à Patrick Hérault. Moi j'ai toute petite chose à vous dire, mais c'est encore dans le cadre des économies. Comme je disais, Sébastien. C'est obligé, Donc là, on joue avec les chiffres un peu. on y va. Donc il s'agit d'une convention mise à disposition d'un point d'eau incendie par un particulier. Vous savez qu'il faut 200 mètres maximum entre un point d'eau et une nouvelle construction. Or là, on va avoir derrière sûrement une nouvelle construction chemin du Grand Tuy et effectivement il aurait fallu réimplanter une nouvelle bâche avec tous les frais ad hoc. Là, et par extraordinaire, M. Daniel Houbé a une mare qui fait 70 mètres cubes d'eau permanente et qu'on a découvert et qui a été agréé par les services des sapeurs-pompiers. Donc, on n'a plus rien à construire et la future construction sera protégée. Voilà, je vous laisse imaginer le coût. On est dans les 25 000 quand même. Donc voilà, ce monsieur nous prête et est prêt à conventionner avec nous, ravi, parce qu'en plus c'est un ancien sapeur-pompier, voilà, de faire profiter de la commune de son nom. Donc, est-ce que vous approuvez les termes d'une convention mise à disposition d'un point d'eau avec monsieur Aubé? Y a-t-il des voix contre, des abstentions? On a eu la chance qu'il ait remis en état aussi, monsieur Aubé. Allez, c'est pas en état. Parce qu'elle était en état. Non, elle est en état. Oui, là maintenant, bien sûr. C'est pas la barre, hein. Non, c'est ça qui est dans sa cour. C'est pas la barre, c'est l'abreuvoir. Ah oui, c'est pas mal, c'est Ah non, bassin. c'est Le bassin qui est dans sa cour. Et qui fait 60 mètres, plus de 60 mètres cubes permanents. Parce que la mare est derrière. Ah non, la barre, on ne tient pas compte. Non, là c'est permanent. Mais bon, il a mis en état quand même. Les pompiers sont installés, on les réunit, tout ça. Donc elle est tout à fait douce. Voilà. Donc on a vu qu'elle signait la convention avec. Voilà. Donc pas d'abstention. Merci. Donc une proposition du Sénat qui a à nouveau déposé une motion justement pour allonger à 400 mètres la distance entre le
points incendie et entre les points incendie. Il faut savoir qu'il n'y a que dans l'Eure où on est à 200 mètres. C'est très court, c'est maritime, ils sont à 400 mètres. Donc c'est pas sans poser de problème. Maintenant qu'on a fait les frais, c'est gentil. Maintenant qu'on est à 200 mètres. Ça ne changera pas. Je veux dire, ça risque d'évoluer encore parce que, notamment le sénateur Hervé Morey ne lâche pas du tout ce sujet-là. Et en tout cas, il essaie de faire passer cette notion pour qu'on puisse avoir les mêmes distances que l'on sait dans les pays. Merci. Merci, Patrick. On va aborder un sujet qui concerne les emprises des antennes de télécommunications. J'aurais voulu qu'on ait un débat ce soir sur cette proposition de rachat de terrain par la société Cenex. Ça concerne les antennes du stade de la route de Perrier et de la ferme de Landelle pour 30 mètres carrés et 70 mètres carrés. La proposition découle de leur stratégie de rationalisation qui vise à aligner leur activité sur des politiques plus internes en assurant la sécurisation et la gestion efficace de leur patrimoine. Tout ça pour dire qu'ils versent un loyer annuel d'environ 9 000 € et ils souhaiteraient acquérir ces terrains-là. Leur proposition est la suivante. Ils proposeraient 1 135 € par mètre carré. Donc c'est à peu près une superficie de 100 mètres carrés, ce qui fait une somme de 113 500 €. Donc on en a discuté, on a eu un débat déjà en commission, on n'était pas tous d'accord, c'était assez partagé. Donc il faut qu'on arrive par contre ce soir à prendre une décision qui soit ferme et définitive, parce que j'ai la société Cenex à peu près 2 à 3 fois par mois qui me demande vraiment de prendre une décision, donc il faut absolument qu'on se positionne ce soir. Donc on a consulté suite à la réunion de la commission de la fois dernière, j'ai consulté un petit peu toutes les conditions juridiques concernant tout ce qui est les lois sur l'électromagnétisme. Comment ça va se passer? Est-ce que s'ils sont propriétaires, ils auront la main mise? Est-ce qu'ils auront pleinement, ils pourront faire ce qu'ils veulent sur le site? Eh bien non, c'est quelque chose que je vous dis. Il y a une loi qui le précise, c'est une loi qui est un peu similaire à celle sur l'éclairage public. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut sur ce type de terrain et on ne peut pas mettre non plus n'importe quelle antenne sans être confronté à la loi. Et chacun peut saisir, chaque citoyen peut saisir je veux dire, ce texte de loi pour demander un audit ou une vérification au niveau des ondes, pour éviter bien sûr que ce soit contraire à la société. Voilà, vous avez tous les éléments, je ne peux pas vous dire que ça. La peur, c'était que justement le fait qu'il soit propriétaire du terrain, tout soit fait un peu n'importe comment. Maintenant, quoi vous dire d'autre Si on peut dire que nous propose donc un prix de combien? 113 500 €. 113 500 € Et donc, pour 100 mètres carrés. Tant qu'ils sont dessus, de toute façon, on ne peut pas en disposer de ce terrain-là. Et le jour où ils décident de s'en aller, on doit le racheter pour 150 €. Donc voilà, il faut dire que financièrement, alors le jour où ils partent, la convention elle le précise, ils sont obligés de remettre le terrain à l'origine, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est antenne, le béton, ils nous redonnent le terrain à l'origine et on leur doit 150 €. Mais actuellement on a un bail qui est jusqu'à combien d'années? 12 ans à chaque fois. 12 ans et il a été conclu en 2021. Il n'y a pas très longtemps. Donc 2034. Après, c'est aussi mathématique, c'est une propose 113 500 aujourd'hui, mais quand on divise, en fait, ça fait 12 ans en fait. Dans ce qu'ils nous propose, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans le loyer. Et dans 12 ans, il n'y a plus rien. Il y avait une autre remarque de la commission finance qu'avait soulevé Patrick, c'est quand même que ces antennes, elles se situent
le terrain se situe en plein milieu des terrains, d'autres terrains communaux, et avoir comme ça quelque chose qu'on vend de privé au milieu des terrains communaux, est-ce que c'est bien judicieux? Et puis la troisième chose, c'est que, oui, effectivement, vous disiez, M. Cailleret, qu'on parle de santé publique, qu'il suffit d'ouvrir Internet et de regarder qu'il y a des antennes qui sont démontées dans les villages parce qu'elles peuvent être nocives. Donc, ça, on a vu tout ça, c'est vrai, à la commission. Donc, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Enfin, après, moi, où je suis toujours un peu circonspect du truc, c'est de... là, on a un loyer qui rentre pour 12 ans, et là, on va vendre le montant du loyer. Ouais, moi, je serais d'avis, dans 12 ans, on réfléchit et on se dit, tiens... 12 ans, c'est loin quand même. Tu sais pas ce qui peut se passer en 12 ans. C'est-à-dire que dans 12 ans, peut-être que de toute façon, demain, ils partiront. Donc tu sais combien ça coûte d'installer une truc et tout? C'est sûr qu'on ne sait pas, mais après, on n'est pas sûr non plus. On va pas se faire peur. On va pas se faire peur avant de commencer. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt financier d'avoir 100 000 € tout de suite? Là, l'intérêt, c'est d'avoir une manne financière. Oui, mais... Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, c'est ça. Quand on regarde le budget de la commune, tu dis, avoir tellement fait d'économies qu'on n'aurait peut-être pas besoin de récupérer. Surtout, ça fait sur 12 ans en fait, et dans 12 ans, on n'aura plus rien. Et Sébastien le dit, l'installation de ces choses-là sont tellement énormes qu'ils n'ont aucun intérêt à partir ailleurs. Et là, des installations encore moins. L'installation et tout, mais tout défaire, mais il y en aurait pour des milliers d'euros. Enfin, moi, à mon avis, on est en train de jouer au poker menteur. Donc, non, on a une décision à prendre. Non, mais c'est pas nous, c'est eux. Ils mettent la pression et j'aime pas ça, quoi. Entre nous, enfin voilà. On est fixe, il est indexé tous les ans. Donc dans 10 ans, ça a plus de 9 000. Il y en a un des deux qui est indexé qui est indexé 20% par an. Quoi qu'il en soit, pour qu'on puisse prendre une décision aujourd'hui, moi, tous les avis m'importent. Je vous avoue que je suis un peu partagé sur ce sujet-là. C'est pour ça que je voulais qu'on en débatte tous et puis qu'on passe au vote. Voilà. Si vous êtes sur le plan, on le voit, ce que disait Patrick la dernière fois en commission, c'est que tout autour, ce sont en plus des terrains communaux. Et on a un truc qui se trouve en plein milieu qu'on va vendre. Là aussi, on mise sur la... De toute façon, on peut rien faire dessus puisque c'est pas un argument. Aujourd'hui, mais pour moi, l'argument, c'est pas l'argument principal. Moi, j'aime pas la recherche sous la pression. Ces terrains-là, on ne peut rien en faire, ils ne sont pas constructibles, rien du tout. Donc, non, c'est plus une ressenti, une réflexion. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de 100 000 €? Est-ce que vous pensez qu'on préfère continuer à percevoir ce loyer de 9 000 € par an? Voilà, je pense qu'on... Oui, non, mais c'est ça, moi je suis d'accord. L'accès aux antennes privées sera... Ah bah oui, oui. Il faudra faire une convention avec... Il est déjà, en fait, ils ont Il va falloir faire un droit de passage. Ils y acceptent quand ils veulent. Oui, ils ont un droit de passage, mais... Ils sont déjà locataires, donc ils ont le droit d'accès. Ils auront un droit d'accès, il ne faudra pas les faire payer sur le droit d'accès. Ils ont un droit d'accès. C'est obligatoire, ils sont mal. C'est le même principe que sur les châteaux d'eau, où on a des antennes, où ils ont un droit d'accès, bien sûr, c'est réglementé parce que c'est sécurisé, mais on ne peut pas leur interdire d'avoir accès. Et puis en commission finance, je rappelle quand même qu'il nous a été dit quand même qu'ils ont envoyé des courriers mettant quand même un tout petit peu la pression en disant qu'il faudrait qu'on achète parce que sinon ils déménageraient. Moi je dis que sur le principe, une entreprise... Oui mais monsieur Calais, nous sommes un conseil municipal. Sur le principe, avoir une entreprise qui met la pression... Je suis très calme. Qui met la pression à un maire, désolé, mais non, rien de cet argument-là, moi, ça c'est le jeu. Honnêtement, moi j'ai jamais eu ce genre de conversation avec eux, et à aucun moment personne ne m'a mis la pression. Bon, ça a été dit en commission finance. Ça a peut-être été dit, mais pas personnellement. Ils ont envoyé plusieurs mails, c'est ça qu'on appelle mettre la pression. En disant qu'ils menaçaient, en disant qu'ils avaient un intérêt, c'est un intérêt. C'est toujours d'acheter, c'est bon.
Donc je pense honnêtement qu'à un moment, je pense que c'est Amélie qui a dû les avoir au téléphone, ils ont dû se sentir agacés un petit peu parce que leur demandait d'attendre et ils ont dû dire oui, si vous attendez trop, on risque de monter les antennes. Mais c'est pas à moi personnellement qui sont là. Voilà, est-ce que c'est une façon de travailler avec des Pas tous en même temps. C'est tout. Alors, ils avaient fait une première proposition et qu'on trouvait vraiment dérisoire, donc on leur a demandé une autre proposition. C'est pour ça qu'ils ont quasiment doublé. Mais ceux qui proposent d'acheter, ce ne sont pas ceux qui paient le loyer aujourd'hui. C'est la société celle-là. Parce que moi j'en ai aussi en réalité, c'est Orange qui. J'ai un bail avec Orange, enfin une filiale Orange, et moi j'ai des propositions par plusieurs boîtes, ils veulent tous acheter. Il y a l'intérêt, j'entends. Il y a l'intérêt de voilà, exactement. C'est quand même bizarre. Bien sûr qu'ils ont c'est quand même des antennes Orange, il y a qu'Orange. Ils ont acheté, ça se fait pas. Il y a oui, c'est quand même Orange. Non. Oui, mais c'est fait. Que oui, c'est fait, d'accord. Est-ce qu'on peut faire un sondage, s'il vous plaît? Faire un petit tour de table. On vote. On vote. Là, c'est le mort, il On vote. Je sais pas ce Si vous vous sentez prêt à voter tout de suite, Au départ, c'est Orange qui l'avait monté au départ. Peut-être. Oui, c'est fait. la société celle-là, ça a racheté. Il y a eu Ivory entre deux. Il faut dire que c'est vrai que là, ça change, ça bouge. Bien. J'en ai sur Perrier, que sur les terrains, c'est vraiment et ça a changé. C'est Orange au départ. Moi, j'ai signé un bail, je dis, moi, c'est pas grave. J'ai eu du harcèlement, j'ai eu effectivement quasiment du harcèlement par une boîte. Qui en fait? Il y a Cyril. Moi, je m'en vais, il est là, et d'ailleurs, Toi, tu le vends pas. ouais, janvier. Les deux premières pages. Valérie, les deux premières pages. Juste qu'on retient, Et Madame Pagnard, vous avez deux signatures à faire, vous signez comment et donc, ce sera eux après. Toujours. Ça ne change pas, en fait, sur le fonctionnement, ça ne change pas grand-chose. Non, mais ils peuvent revendre à qui ils veulent, après son propriétaire. Parce que même s'ils veulent mettre un autre type là, d'antenne, qu'est-ce qu'on maîtrise? S'ils mettent un missile nucléaire, à partir du moment où ils sont dans les normes, Non, mais au niveau foncier, c'est que dalle, c'est après. bien. Voilà. Ah non, on n'est pas dans le besoin, c'est juste qu'à un moment donné, on prend rien à faire, on peut pas faire. Le seul risque qu'on a, c'est qu'un jour, le bail, il est en 10 ans encore. Oui, il est ici en 2021, ça dure. Si on prend le risque de ne pas vendre, ça veut dire que dans 10 ans, dans tous les cas, on perd le moyen de faire aussi. Et on ne perdra pas. Non, s'ils veulent partir, il faut qu'ils les montrent. Voilà. Et voilà. Ils veulent rendre le terrain. Donc il n'y a aucun risque pour nous, on n'a pas besoin d'argent. On passe au vote. allez, Allez. Alors vous votez pour la session ou contre la session? Donc pour le maintien ou pour la vente? Ah ouais, Pour la vas-y, explique mieux. Vous allez délibérer pour la session ou contre la Non, session? contre. Non, mais Ah on va ouais, parce que là, ça peut faire peur. pour la vente. Qui est pour la vente ou contre la vente? De toute façon, on peut C'est sûr. on compte le nombre de pour, on compte le nombre de contre. Une vente, c'est une session. Alors, Qui veut vendre? Personne. Alors, Maud. Christiane, c'est tout pour la session? C'est bien, vous avez le point de vue. Combien tu lui as donné? Attention, d'accord. Moi, je dois le faire aussi, parce que je ne suis pas sûr. alors, qui s'abstient? S'abstient. Toi aussi? 4. Alors, c'est qui le quatrième? Et donc, tous les autres sont contre la session. On peut le dire. Il est contre ça. Voilà.
Bien. Donc, On est contre. on est enfin sorti Alors, par du contre, sable. Là. ceux qui sont absents, dont vous avez les pouvoirs. Ah oui. Donc, monsieur Cauchois, il est contre la session. Oui. Nous en avons échangé. Madame Lardin. Est-ce qu'elle est pour ou elle est contre? Donc, on va mettre la convention. C'est pas. Et monsieur Pell. Non, il était contre. Oh, mais quelle énergie pour le coup. Bon, voilà. Non, c'est pas vrai. Voilà. Merci. Non, mais c'est important. Si tu es au téléphone, Pascal, tu lui dis ce qu'il faut tout de suite. C'est 300 000. Merci beaucoup. Et Pascal, tu Bon, vois 500 000. Et là, je fais 300 000. S'il vous plaît, on a encore tout à fait terminé. Non, ça y est, c'est officiel. Mais l'intérêt, c'est de sauver les fonds. Juste, il nous reste les infos divers. Donc, j'ai juste vous rendre compte que j'ai fait une demande de fonds de concours pour le chemin de la forêt à hauteur de 3 000 €. Voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure pour la halle. Donc, on est en phase finale des propositions des entreprises. Donc, on saura bientôt exactement. On a 2 lots qui sont infructueux. On va relancer. C'est la charpente métallique. La charpente bois et métallique. Bois et métallique. Donc on relance ces 2 lots-là. Sinon, on a eu une quarantaine d'entreprises qui ont répondu quand même. Donc tous. Et on est à peu près dans l'enveloppe estimée. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres points à aborder, vous pouvez lever la séance si vous voulez bien. Merci à tous. Donc, je voudrais remercier au nom du conseil les enfants pour l'excellent Ah travail. ouais, super, merci. Excellent. Bah,